tu as fait toute ta jeunesse, toute ta formation au Racing, 92, qui est le club à côté du grand club parisien au Stade Français. Ouais, j'étais sûr celle-ci. Ah, c'est cadeau, c'est Ouais, cadeau. ouais, c'est cadeau. T'as juste une stat, parce que t'es un homme de stats, toi. Je sais que t'es un homme de stats, et t'as une stat de fou. C'est 50 matchs d'affilée. 50... Mais c'est pas possible. Et je touche du bois, mais j'ai eu un peu de chatte, je pense aussi quand même. Mais écoute, quand le corps y suit, on va pas dire non. Hein. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Basta Show. Aujourd'hui, c'est notre 8e épisode. On est à l'aventure à Carqueiranne. Et qui de mieux aujourd'hui que Esteban Abadi. Salut Esteban. Qui de mieux, je sais pas, mais écoute, ravi d'être là et salut à toi, mon Basta. Bah écoute, très content que tu sois là, très content que tu aies accepté mon invitation. Et je te promets qu'on va passer un bon moment. J'en doute pas. Je pose toujours une question à mes invités. C'est quoi ton rugby? C'est quoi mon rugby? Ben, je pense que c'est le même que toi, tu vois. C'est les percussions, les culs, c'est tout pareil. Non, mon rugby, comment je l'aime ou comment je suis? Comment tu l'aimes, comment tu le vis ton rugby? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le rugby? Franchement, déjà, en dehors. Déjà, franchement, je pense qu'on s'en rend pas assez compte, tu vois, mais voilà, on est chanceux de faire ce sport et de vivre aussi de notre passion. Et mon rugby, moi, voilà, c'est un peu, tu vois, c'est un mix entre le combat et le beau jeu. C'est un mix entre les deux, tu vois. C'est une équipe avec des valeurs, une équipe agressive et tout, et en même temps qui déploie du beau jeu dans tous les sens, parce que voilà, je n'ai pas le profil comme toi, tu vois, je ne mettais pas des culs, etc. Donc j'essaye d'avoir d'autres qualités et de prendre les mailles de vitesse ou de jouer les intervalles et tout. Mais j'ai un peu ce profil qui fait la liaison entre les gros et les trois quarts. Et voilà, j'aime bien quand ça joue à la main et que ça prend le French flair, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment un mix entre les deux. Esteban, comment ça va? Ben écoute, nickel, au top. Content de rentrer à la maison parce que voilà, du coup ça faisait cette semaine un peu que je faisais les allers-retours entre Marcoussis et ici, donc content un peu de retrouver le soleil et mon petit cadre de vie. Après, bon, c'est vrai que c'est jamais facile de faire des allers-retours. Mais bon, c'est l'équipe de France, c'est un mal pour un bien quand même. Ah ben c'est énorme, c'est sûr que moi, c'était la première fois que j'étais appelé avec eux et franchement c'était que du bonheur, que du positif et c'était une super expérience pour moi. Ouais, en plus tu as eu l'honneur, tu as eu la chance de faire ta première sélection. Bon, on va pas parler du résultat, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu as ressenti quand même après cette première? Ben, comme tu dis, le résultat, voilà, après coup, c'est pas ce que je retiens. Franchement, ce que je retiens, c'est le fait d'avoir réalisé voilà, un rêve de gosse parce que comme tout rugbyman, je pense on bosse pour et le rêve, c'est toujours de porter ce maillot et j'ai pu le faire à Lille devant ma famille, devant mes potes et toutes les personnes que j'ai de plus chères. Donc franchement, c'était un souvenir énorme. Ouais, après, bon, j'ai vécu ça, mais tu as plein de choses qui te passent dans la tête quand tu rentres sur le terrain. Et toi, qu'est-ce qui t'est... Tu vois, moi, je sais que de suite, j'ai pensé à mon premier club, quoi. Tu sais, les premières fois où j'étais sur le terrain, t'as l'impression que ta vie défile pendant ce moment-là. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Ben, un peu pareil, tu vois, déjà, je m'étais laissé vraiment l'échauffement et les hymnes pour ressentir tout ça, les émotions et tout. Et c'est sûr que pendant les hymnes, voilà, tu as un peu tout ton parcours qui défile, tous tes accros, tous tes échecs et tout. Et tout ça défile. Et puis en plus, voilà, de le faire devant sa famille, de partager ce moment, c'est quelque chose d'énorme. Au début, c'était les hymnes italiens. Je commençais à avoir les émotions et les larmes qui montaient sur l'hymne italien. Du coup, je me dis, putain, faut que je me calme. Et non, mais voilà, tu as tout ce parcours qui défile à tes yeux et franchement c'était que du bonheur. Et du coup, première Marseillaise, pas mal d'émotions comme tu venais de le dire.
la Marseillaise, c'est quand même quelque chose de fou. Surtout en plus, quand tu as la chance de faire ta première en France, Lille qui est un super stade. Moi, je sais que premier hymne, j'avais ma mère en face de moi. Et là, pareil, j'avais claqué des genoux aussi. Tu sais, j'étais resté concentré pour pas lâcher la petite larme, mais c'était un peu chaud, quoi. Mais pareil que toi, enfin voilà, je pense que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir le faire devant ma famille, parce que j'en parlais avec Teddy, tu vois, Bobigny, et il me disait que lui, il l'avait faite, mais pendant le Covid, donc il y avait personne, c'était à l'étranger et tout. Oh, dur. Donc vraiment dur, tu vois. Et là, de le faire devant tout le monde, de pouvoir partager ce moment, et c'est énorme. Je pense que déjà, la première, c'est énorme, ça l'est tout le temps, je pense, mais la première, c'est quelque chose vraiment de particulier, ouais. Ouais, c'est clair. C'est des souvenirs qui restent gravés à jamais. Tournoi un peu fou pour l'équipe de France. Et ce dernier match, ce crunch, c'est fou. Ah, je pense que niveau scénario, on pouvait pas faire mieux, hein. Niveau ambiance et tout, bah, tu y étais, tu le sais comment, mais je pense que j'ai rarement vu une aussi belle ambiance. C'était énorme, le public, ils étaient comme des fous. Et le scénario du match, en plus, fait que voilà, ça rajoutait encore plus d'émotion. Donc, après ce début de tournoi un peu compliqué, je pense qu'on a fini de la meilleure des manières avec une grosse victoire à Cardiff et une victoire finale dans ce crunch. Donc, ça fait plaisir de terminer comme ça, ouais. Est-ce que tu as senti une différence justement entre les matchs, là, les 4 premiers matchs du tournoi et parce qu'on dit un crunch c'est vraiment particulier. Est-ce que toi, tu as senti vraiment que c'était vraiment un match différent durant la semaine? Ben, tout allait très vite parce qu'on avait joué le dimanche à Cardiff, tu vois, donc le rentrée lundi, donc la semaine est passée vraiment vite. Mais tu sens qu'il y a une ambiance différente déjà en plus. Voilà, dernier match du tournoi, finir à domicile face aux Anglais et jouer, tu vois, jouer la deuxième place face à eux. Donc ça s'est senti déjà pendant le match. Voilà, il y a beaucoup de chambrage. Ça a tapé très fort pendant 80 minutes. On l'a vu, mais c'est sûr que c'est un moment particulier, ouais. Ouais. Ah, c'est un match toujours particulier, France-Angleterre. Pourtant, on a vu très bon départ. On commence bien le match. Pour au final être mené en deuxième mi-temps, à la fin du match, tu as senti du soulagement quand même? Ah, clairement, je pense que franchement, ça a fait du bien à tout le monde parce qu'au vu de la première mi-temps, je pense qu'on domine, tu vois, on domine la partie. Et on n'était pas très inquiétés, sauf que je pense en 15 minutes, on prend un 21-0 ou un truc comme ça, entre la fin de la première mi-temps et le début de seconde mi-temps. Et ça rebascule complètement le match. Donc voilà, forcément, tu te remets à avoir un peu de doute et tout, mais les mecs sont restés hyper focus, hyper sérieux et ils ont réussi à refaire basculer le match. Donc voilà, en plus, et puis cette pénalité de Thomas à la fin qui fait gagner le match dans ce scénario-là, c'est quelque chose d'énorme. Justement, parce que nous, durant tout le tournoi, il y a eu beaucoup de questions sur un peu le caractère et les doutes que pouvaient avoir les joueurs durant ce tournoi-là. Et au final, est-ce que tu penses que ce scénario, le fait de gagner, d'aller chercher cette victoire à la fin, c'est un peu la meilleure des réponses? Clairement, je pense que voilà, déjà c'était une période post-Coupe du Monde qui était compliquée, faut pas se le cacher. Et je pense que faut le dire, c'était dans la tête de tout le groupe, même si j'y étais pas. Mais voilà, faut basculer dans un nouveau chapitre, dans un nouveau mandat. Et je pense qu'il y a eu aussi ce petit temps d'adaptation, des nouveaux joueurs, aussi certains cadres qui n'étaient pas là. Et je pense que de finir de cette manière, c'est la meilleure des réponses parce qu'évidemment qu'il y avait des critiques, il y avait des interrogations. Et au final, on finit deuxième du tournoi. On est face à à de très belles équipes et finir sur cette victoire face à l'Angleterre, je pense que c'était la meilleure des réponses. Ouais. On a vu, il y a un secteur qui m'a particulièrement impressionné, c'est devant. Je trouve que sur ce match-là, le 15 de France devant a été juste énorme. Un joueur un peu comme symbole, c'est François Cros. Est-ce que toi, c'est un joueur, là, durant les 7-8 semaines où tu y étais, que tu observais, est-ce que tu as appris un peu de lui? Ouais, bah déjà avant tout, c'est un super mec. Je le connaissais pas avant ces quelques semaines. Et voilà, humainement déjà, c'est un super mec. Et puis je pense que voilà, l'image de son tournoi, c'est un joueur exceptionnel. Il y a rien à redire. Je pense que
c'est un des seuls sur les 5 matchs où il fait des matchs, des prestations énormes sur toutes les rencontres. Et puis voilà, dans le travail de l'ombre, il fait toujours le sale boulot. Et là, il a réussi à se mettre en avant encore plus. Voilà, où il fait une première mi-temps ce week-end énorme, il contre un ballon en touche, il perce, il plaque à tour de bras. Donc je pense que c'est vraiment un exemple à suivre. Et je m'en souviens encore, mais tu vois, par exemple, avant le match de l'Italie, il est venu me voir, tu vois, il me dit, écoute, si à un moment tu as une hésitation, etc., si tu veux changer en défense ou taille en touche, moi j'aille dans la ligne, tout ça, n'hésite pas, c'est ta première, je veux que tu sois... Et franchement, tu vois, ça m'a touché qu'ils viennent vers moi et qu'ils me disent des choses comme ça pour voilà, que je me sente à l'aise pendant ma première cape. Ouais, c'est important, c'est clair. C'est clair. Euh, Moi aussi, je devais donner un trait de caractère qui te ressemble, je dirais la résilience. Tu as fait toute ta jeunesse, toute ta formation au Racing, 92, qui est le club à côté du grand club parisien au Stade Français. Ouais, j'étais sûr celle-ci. C'est cadeau. C'est cadeau. Et au final, tu es parti aller chercher du temps de jeu ailleurs. Qu'est-ce qui t'a fait sauter de pas parce que c'est ton club vraiment de cœur. C'est quoi? C'est parce que voilà, tu sentais que on n'allait pas te faire confiance, tu voulais du temps de jeu. J'ai fait 10 ans au Racing. Et en gros, mes 2 dernières années, j'étais avec le groupe pro pendant les 2 ans. Et voilà, j'ai eu la chance de faire une feuille de match. Mais bon, j'ai pas réussi à passer le cap, j'étais jeune. J'avais énormément de mecs à mon poste, tu vois. J'avais Owen Loré, Bernard Leroux, Chris Mazoé, Yannick Nyanga. Tu es internationaux. Que des internationaux. Donc quand tu es jeune, pour faire ta place, c'est compliqué. Surtout que voilà, j'étais un bon joueur, mais je ne sortais pas du lot. Donc compliqué un peu de faire sa place dans une équipe comme ça. Et du coup, voilà, j'ai voulu partir pour avoir du temps de jeu et parce que je pensais que c'était la seule solution pour que j'y arrive. Et au final, j'ai eu une opportunité à la Brive. Et il m'avait dit, écoute, on te signe t'as 1 an pour faire tes preuves. Et ça s'était plutôt bien passé. Après, pendant 2 ans, j'ai pas trop joué. J'étais 24 tous les week-ends. Je jouais que les matchs un peu à l'extérieur, les matchs un peu casse-pipe à La Rochelle, à Toulouse, à Toulon et tout. Donc pendant 2 ans, j'ai pas gagné un match. Donc ça a été vraiment compliqué. Et après, j'ai eu cette blessure au cou. Et puis je pense qu'il y a aussi l'arrivée d'Arnaud Mella à Brive, voilà, où je me suis très bien entendu avec lui. Et il m'a vraiment fait confiance voilà, sur le joueur que j'étais et tout. Et depuis cette blessure, je suis revenu et j'avais pas raté un match en 2 ans jusqu'à venir à Toulon et tout. Donc ouais, parcours un peu atypique, mais je pense comme beaucoup d'autres joueurs. Mais c'est sûr que voilà, je suis content d'en être arrivé ici. Ouais. On a un modèle un peu en Angleterre où ils prêtent beaucoup leurs jeunes joueurs pour qu'ils puissent s'aguerrir ailleurs. En France, on ne le fait pas beaucoup. Et moi, je trouve ça dommage, tu vois, de partir en prêt dans un club en Pro D2 ou en National. Nous, on ne le fait pas trop. Ou sinon, quand tu pars en prêt, généralement... c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. on te le vend comme un ça. prêt, mais c'est... T'inquiète, tu vas y arriver et tout. On te rappelle dans 6 mois, mais tu reviens et en fait, tu reviens jamais. On a l'exemple aussi d'un joueur qui a fait un gros tournoi, c'est Thomas Ramos, qui lui, à l'époque, quand il était à Toulouse, il était parti en prêt, je crois, à Colomiers, et qui est revenu après à Toulouse, titulaire indiscutable, là c'est un des meilleurs. Est-ce qu'on n'a pas un peu de mal, nous, ici, à des fois reculer pour mieux avancer? Je pense que tu peux pas mieux résumer la chose. C'est vraiment, je sais pas si c'est dû à la mentalité française ou quoi, mais c'est sûr que voilà, le prêt c'est vu comme, déjà ça se fait très peu. Et quand ça se fait, c'est pas bon signe comme tu dis. Alors que quand on est un jeune joueur, je pense que l'expérience et la progression, elle passe que par le temps de jeu. Et malheureusement, à notre époque, c'était pas pareil, mais maintenant, le niveau entre la catégorie espoir et la catégorie pro, c'est énorme. Tu vois, alors qu'à l'époque, en espoir, tu avais énormément de pros qui jouaient pas. Le niveau, il se rapprochait plus, tu vois. Alors que maintenant, je pense que c'est la meilleure des solutions pour des jeunes qui sont en devenir, des jeunes talents où le gap est encore trop gros, de partir 1 an jouer en Pro D2, s'aguerrir, parce que le niveau de la Pro D2 est très très bon, tu vois. T'as des joueurs exceptionnels en Pro D2. Je pense que c'est la meilleure des choses et c'est sûr qu'on n'utilise pas assez.
Après, comme il y a beaucoup de joueurs, tu vois, dans les effectifs pro, on a des effectifs quasiment de 30 à 40 personnes. Voilà, je pense que c'est tout un modèle aussi peut-être à revoir, mais moi, c'est ce qui m'a permis d'en arriver ici, tu vois, actuellement, c'est de partir dans un plus petit club, avoir du temps de jeu, faire mes preuves, acquérir de la confiance en moi et puis jouer, parce que la vérité, c'est que si t'es pas au-dessus du lot quand tu es dans les catégories jeunes, en moins de 20 ou quoi que ce soit, pour faire sa place dans les équipes pro, maintenant, c'est hyper compliqué. Ah, c'est sûr. C'est Et vrai je que pense que l'exemple de Thomas, ben, c'est le meilleur exemple au monde, mais parce que maintenant, c'est un des meilleurs joueurs internationaux qui se fait dans le circuit mondial. Mais je pense que voilà, il en garde un très bon souvenir et c'est la meilleure décision qu'il ait faite quand il était jeune. ouais, en plus, ça ne devait pas être facile. Tu étais quand même au Racing, qui joue tous les ans les phases finales. Donc, bah, je pense que tu as dû voir des copains aussi qui jouaient à côté. Donc, tu as envie d'en être. Ah bah bien sûr. Et le fait d'accepter, comme tu disais, aller dans un club un plus petit club dans une autre division, pour mieux rebondir après, c'est tout à ton honneur. Mais c'est vrai que enfin, je vois une génération de jeunes joueurs qui ont un peu plus de mal à faire ça maintenant. Ouais, je suis d'accord avec toi et tu vois, ça a été très compliqué déjà au début quand tu as grandi à Paris, que tu as tous tes potes là-bas, ta famille, ta copine et tout, et que tu pars tout seul à Brive au début, les 6 premiers mois, Ouais, ça a dû ça m'a piquer. fait un drôle de Ça a changement. dû piquer, ouais. Après, Tu j'ai passé m'étonnes. 4 années exceptionnelles et j'en garde vraiment que du positif. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Et ce qui était marrant, c'est que tu vois, j'ai retrouvé Antoine Gibert, Georges-Henri Colombe et tout en équipe de France. Et on a tous les trois eu des parcours vraiment, vraiment différents. Antoine est resté au Racing et tous les trois on jouait ensemble petits Mm. dans la catégorie jeune. Et Georges, par exemple, il a été prêté, tu vois, il a été prêté 6 mois à Nevers, plus jeune et tout. Et lui, il avait adoré, tu vois, il avait adoré, il s'était régalé. C'est là où il avait acquis aussi beaucoup de confiance et tout. Et je pense que justement, je pense que c'est une très bonne chose, tu vois. Donc après, tu arrives à Brive et ce que tu me disais. T'as juste une stat, parce que t'es un homme de stats, toi. Je sais que t'es un homme de stats, et t'as une stat de fou. C'est 50 matchs d'affilée. 50. Mais c'est pas possible. Et je touche du bois, mais j'ai eu un peu de chatte, je pense aussi quand même. Mais écoute, quand le corps y suit, on va pas dire non, hein. On va pas dire non. Mais c'est vrai que franchement, quand Pierre il m'a mis fin à la série cette année à Clermont, j'avais un peu les boules. Mais bon, moi, elle se termine une belle des manières, tu vois. Elle se termine pas sur une blessure ou quoi que ce soit. Donc ouais, franchement, ça fait plaisir de l'avoir celle-ci. Mais c'était pas dur. Enfin, si, quand même, physiquement, d'enchaîner, mentalement aussi. En toute franchise, franchement, c'était très dur. C'était très dur parce que, en plus, le calendrier maintenant de nos jours, voilà, tu vois, on a des blocs de 10-12 matchs en général Ouais. en début de saison. Et aussi, le truc, c'est que par exemple, tu vois, l'année dernière, quand tu joues dans les plus petits clubs, tu as moins d'effectifs. Et on avait Moins, énormément de blessés en début de saison. Donc, tu vois, on a commencé la saison à être 4 au poste en troisième ligne. Et donc, on n'avait pas le choix. C'était si on se blessait, on faisait monter un espoir qui n'avait jamais joué en top 14 et qui s'entraînait même pas avec nous et tout. Donc on n'avait pas trop le choix. Et le corps a suivi, la tête aussi, parce que le truc, c'est que comme j'ai commencé à jouer tard aussi, tu vois, j'ai galéré pendant mes 4 premières années en pro, j'ai pas beaucoup joué. Donc voilà, j'étais frais, j'avais faim, j'avais envie de jouer tous les week-ends et tout, et c'est toujours le cas. Donc tant que je pouvais, j'ai continué. Après, bah, c'est sûr que tu sais très bien, tu as des pètes à droite à gauche, tu joues jamais à 100% parce que, comme la plupart des joueurs tout le temps, maintenant, tu as toujours mal quelque part. Mais bon, ça a suivi et j'en suis content, ouais, j'en suis fier. En plus, tu avais un rôle de leader. T'étais quand même, tu faisais partie de la rotation sur le Capitana. Donc forcément, ça aussi, ça devait compter sur le fait que tu tournes pas forcément beaucoup. Bah évidemment, surtout quand tu joues quand tu joues le maintien, quand tu joues des matchs compliqués et tout, je pense que c'est à ce moment-là que les leaders doivent lever la main et mettre le pied en avant et montrer un peu la marche à suivre à l'équipe. Donc moi j'ai le meilleur exemple devant mes yeux. Tu vois, j'avais Saïd Iresh qui joue encore cette année, je sais même pas quel âge il a. Saïd, je crois qu'il doit avoir 37. Ça, il a 37 ans, 37, tu vois. ouais. Ce mec, il a jamais raté un entraînement. Jamais. Pendant 4 ans où j'étais là, je te jure, je crois qu'il a peut-être dû rater un entraînement, mais c'était le premier qui vente, qui neige, qui pleuve. Il était dehors à s'entraîner. Quand il jouait pas, c'était le premier à s'y filer, à faire chier dans tous les rucks et tout, parce que pour montrer l'exemple, pour faire bosser l'équipe.
Et quand tu vois ça avec tes jeunes, bah, tu vois, tu as envie de suivre le même exemple. Donc, il se pétait une côte et il se faisait infiltrer pour quand même s'entraîner et tout. Donc, voilà, tu t'inspires un peu de mecs comme ça pour essayer de faire la même chose. Et je pense que voilà, j'essaie de le faire au mieux. Moi, Saïd, je l'ai connu quand je suis arrivé au Stade Français, Exact. en espoir, centre de formation. Enfin, voilà, pour moi, c'est une des légendes du club de Brive. Il t'a montré l'exemple, mais qu'est-ce qui t'a apporté aussi en dehors du terrain? Parce que c'est quand même un grand frère. Ah ben franchement, c'était le grand frère de l'équipe, hein. C'était le grand frère pour tout le monde, pour tout le groupe, tu vois. Et franchement, moi, j'étais tellement triste l'année dernière de descendre, et parce qu'en plus, il devait arrêter sa carrière, tu vois. Ouais. Donc, qu'il sorte par ces petites portes, franchement, ça aurait été un échec pour tout le monde. Et je suis content qu'il ait prolongé cette année pour finir sur une meilleure note. Mais voilà, c'est quelqu'un de déjà exceptionnel en dehors du terrain. Parce que, voilà, humainement parlant, et au niveau des valeurs, c'est quelqu'un en or, tu vois. Au niveau de la résilience, au niveau du travail, des valeurs qu'il inculque au groupe et tout, c'est quelqu'un de top, tu vois. Il s'occupe, voilà, il prend tout le temps des nouvelles de ta famille. Tu vois, j'étais jeune, donc et lui c'était un ancien. Il est tout le temps, il pose des questions sur ta famille, comment elle va, comment truc. Il est hyper gentil avec tout le monde. Il sait recadrer quand il faut pas. Il sait mettre des, donc franchement voilà, c'était un peu le grand frère de tout le monde. Et c'est quelqu'un que tu t'inspires voilà, sur le terrain. C'est un chien, c'est un leader de travail, un leader d'exemple. Et voilà, au niveau du combat, je pense que tu ne peux pas faire mieux. Donc ouais, j'étais content et je suis content de l'avoir eu comme capitaine et de l'avoir eu comme coéquipier. Ouais. Tu penses que c'est quelqu'un qui a vraiment eu une influence sur ton développement en tant que joueur de rugby? Clairement. En tout cas, voilà, dans ma façon d'être et dans ma façon de voir les choses et au niveau du boulot et de ma façon de m'entraîner, c'est quelqu'un qui donne l'exemple et tu as envie de le suivre, tu vois, tu as envie de te mettre dans le sillage de ces mecs-là et de faire la même chose. Voilà, je te parlais qu'il ratait pas un entraînement. Je pense que tu peux pas renvoyer une meilleure image aux jeunes, tu vois, quand à chaque entraînement tu t'y files comme un âne et que tu essaies d'être le meilleur possible. Donc même, tu vois, en tant que capitaine, franchement, toujours le mot juste, pas trop parler quand il faut et tout. Donc, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne influence sur moi. Et t'as d'autres joueurs comme ça qui t'ont inspiré enfin, même des joueurs un sportif Pas trop, tu vois, je regardais beaucoup de sports. Après, un peu dans tous les sports, que ce soit le basket, que ce soit le foot, le rugby et tout. Après, j'ai pas eu, tu vois, j'avais des joueurs que je préférais, que j'adorais regarder jouer et tout, mais j'ai pas forcément eu, tu vois, une influence particulière. Ouais. Un mec que j'ai eu un exemple, tu vois, que j'avais un poster dans la chambre et tout. Mais je kiffais regarder tous les sports. Et voilà, et franchement, c'est toujours le cas, tu vois, mais j'ai pas forcément un sportif préféré. Maintenant, tu es arrivé cet été à Toulon. Tu es déjà considéré comme un leader. Euh, capitaine très rapidement. Là, tu viens de faire le tournoi, tu as connu ta première sélection. C'est quand même une sacrée évolution. Ouais, c'est vrai, franchement, je ne m'attendais pas que ça aille aussi vite. C'est que du bonheur, tu vois. C'est sûr que les choses sont allées très vite et ça s'est très bien passé. Après, je pense que, voilà, tu sais très bien, tu en as fait des Coupes du Monde, mais quand tu es en club et que tu n'as pas tous les cadres, tous les internationaux et tout, ça laisse plus de place aux joueurs comme moi. Et j'ai pu bénéficier un peu de l'absence des internationaux pendant cette Coupe du Monde. Et ça s'est bien passé, le staff m'a fait confiance. J'ai essayé de faire les meilleures performances possibles sur le terrain. Et après voilà, prendre aussi cette place de leader un peu que j'essaye. Après, je reste à ma place, tu vois, je sais qui sont les vrais leaders et les capitaines de l'équipe, mais j'essaie d'apporter ce que je peux en tout cas et l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de ces dernières années. Et en tout cas, franchement, voilà, quand je vois mon parcours et la décision que j'ai prise l'année dernière de venir ici, c'était aussi pour un peu une revanche par rapport à ma carrière et c'est pas réussi pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et en venant à Toulon, tu sais que tu passais entre guillemets tu signes dans un club qui est ambitieux, qui a gagné pas mal de trophées ces dernières années.
c'était un objectif, le 15 de France, ou ça restait quand même dans un coin de ta tête, mais assez loin? Ça restait encore ma tête, mais assez loin, franchement, je t'avoue, parce que je pars de tellement loin, tu vois. Et surtout en ce moment, tu vois, le 15 de France, ils ont une génération, elle est comme ça. En troisième ligne, t'as une concurrence de fou. Donc évidemment, j'espérais, tu vois, un jour porter ce maillot, mais de là que ça arrive aussi rapidement, j'étais pas sûr. Mais j'ai signé à Toulon parce que voilà, j'avais dans un coin de ma tête, voilà, j'ai envie de remporter un titre et j'avais aussi envie d'être avec les Bleus et de porter ce maillot. Donc c'est pas réussi. J'espère que j'aurai la chance d'y retourner et je vais tout faire pour. Et ça passe par, voilà, par des bons résultats en club et des bonnes performances. Donc, Parce que bon, moi, je te voyais quand même jouer à Brive. Les performances, tu les faisais déjà. Mais est-ce que tu penses que parce que tu étais à Brive, tu étais moins regardé peut-être? Moins attendu? clairement. Mais ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et je le sais, évidemment, que quand tu joues le maintien, quand tu joues, tu as moins de visibilité. C'est sûr. Après, voilà, je pense que dans certains, tu l'as vu, il y avait des clubs, certains joueurs, mais exceptionnels, qui étaient en Pro D2, qui arrivaient à être dans le 15 de France, mais je pense que c'est très très rare. Et évidemment, quand tu as des grosses équipes, quand tu es dans une grosse écurie, tu es plus regardé, tu as plus de visibilité, que ce soit au niveau médiatique et au niveau des yeux du Stade de France. C'est sûr, c'est indéniable. Alors, on parlait de ta première sélection. T'es arrivé enfin, là en équipe de France dans ce tournoi dans un contexte où c'était un peu particulier. On a vu toutes les critiques, toute la pression qu'il y avait autour de l'équipe de France. Bon, maintenant tu sais ce que c'est. On joue à Toulon, hein. Bienvenue. Bienvenue à Toulon. Est-ce que, mis à part les critères, on va dire sportifs, qui sont sur tes performances sur le terrain, est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose qui a compté ta résilience, qui a amené le staff de l'équipe de France à te sélectionner? C'est-à-dire que tu es un joueur qui est fort mentalement. Est-ce que tu penses que ça a compté? Est-ce qu'eux, ils t'en ont parlé? Je sais pas si ça a compté. Après, je pense que ça les rassure peut-être de savoir, voilà, d'où tu viens et le parcours que tu as, mais je pense qu'en équipe de France, c'est pareil. Chacun a des parcours atypiques un peu différents. Mais en tout cas, moi, je sais que individuellement, ça a compté énormément. Tu vois, de jouer pendant 4 ans le maintien, mentalement, ça forge un caractère de fou. Tu vois, parce que c'est pas que le maintien du club. Déjà, tu joues un club, mais tu joues aussi ta vie, ta carrière. Tu vois, quand tu descends en Pro D2, ben, ton salaire il est divisé par 2. Ça impacte toute ta famille, ça impacte ta vie. Et c'est tout ça qui rentre en jeu. Ça impacte l'économie de la ville et tout. Donc tu as toute cette pression sur les épaules et là c'est différent, tu vois. Mais et à Toulon, tu ressens aussi cette ferveur, tu ressens cette pression et tout. Et quand tu as vécu des choses comme ça, ben, je pense que voilà, tu sais aussi mieux aborder les choses et aussi moins ressentir cette pression, ou en tout cas la ressentir mais différemment, tu vois. Et je pense que moi, en tout cas en tant que joueur, ça m'a énormément servi. Et maintenant, c'est quoi tes objectifs? Bah déjà, mon objectif, c'est qu'on se qualifie avec Toulon, clairement, parce que De toute façon, je te le dis, t'as que... pas le choix. Mais j'ai pas le choix et on va le faire. Je préfère te prévenir. J'ai pas le choix et on va le faire. Je veux pas te mettre la pression, mais bon, tu vois. Mais voilà, enfin, tu sais très bien, je pense que on n'est pas au niveau où on devrait être, que ce soit collectivement et individuellement. Je pense que voilà, on doit tous se remettre en question et que si on arrive à être tous individuellement à 100%, on a l'effectif pour se qualifier et faire de belles choses. Donc on bosse pour et je pense qu'on va réussir, tu vois. Mais la marche est haute, le chemin est encore long et il va pas falloir lâcher, il va falloir qu'on soit bon dès ce week-end. Mais en tout cas, c'est indéniable. Voilà, j'espère vraiment connaître mes premières phases finales avec Toulon et qu'on fasse le plus haut parcours possible. Et tu penses à la tournée en Argentine? Tu espères y être? Ouais, évidemment, parce que je sais que voilà, les cadres seront pas là. En tout cas, les finalistes du top 14 n'y seront pas. Que c'est aussi en tournée où voilà, ils donnent plus de temps de jeu à des joueurs qui émergent, voilà, des joueurs qui sont pas cadres dans le groupe. Donc j'y compte, j'espère en faire partie, mais bon, ça passe par des bonnes performances en club et que par ici. Donc
Donc voilà, j'ai les cartes entre mes mains, je pense, et c'est à moi de faire une bonne deuxième partie de saison pour espérer être appelé avec le 15 de France. C'est quoi, je te le souhaite, je l'espère de tout cœur en tout cas pour toi. Bon Esteban, tu es nouveau dans la région, tu es nouveau à Toulon. Et c'est le dernier épisode de la première saison. On finit en apothéose du Basta Show et il fallait finir en apothéose. Voilà, c'était obligé. Donc j'avais envie de te faire un peu kiffer le coin, d'une autre manière. Je sais qu'il y en a certains qui t'ont fait visiter des endroits plutôt nocturnes. Pas mal. Je les connais tous ceux-là. Donc du coup là, je vais t'emmener avec moi. Je te réserve une petite surprise et on va passer un bon moment. Tu me suis? C'est la surprise, tu me dis pas? Non. Allez, vas-y, je te fais confiance. Allez, on y va. Mais il est un peu tôt pour un nocturne, hein, par contre. On peut commencer maintenant si tu veux, mais... Non, on va aller profiter de la vue. Allez, ok, parfait. Allez. Bon Esteban, je t'avais promis une fin en apothéose. En plus, tu sais que c'est le dernier épisode de la saison. Tu viens d'arriver à Toulon. Et à Toulon, il n'y a pas que le rugby. Il y a aussi, voilà, ça, cette vue magnifique. Donc je te proposais de... On finit en beauté là quand même. Ouais, j'ai joué un peu de mes relations, tu vois. D'ailleurs, je te présente Yann. Salut Yann. Salut Merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Voilà, je te ramène un petit jeune qui débute et qui arrive dans la région. Et voilà, nous montrer un peu cette magnifique région, enfin, un autre angle de vue. Mais après, c'est plus Yann qui va nous présenter son bateau. Ouais, bah, c'est un bateau 100% électrique. C'est un vieux bateau classique qu'on a remotorisé. Nous, on est une boîte locale, on est à l'Accro, on fait des bateaux électriques. Ça s'appelle Orphibots et on est super content de vous faire essayer la propulsion électrique. C'est nouveau, mais ça cartonne. Ça cartonne. C'est le ça futur. Cartonne sans bruit. C'est le futur. Bon, mais on va voir comment vous débrouillez à la manœuvre. Allez, feu. Hop là. Oula, non, pas plouf. Hein. Bon, alors comment ça va se passer là? Qui pilote là? C'est Mathieu finalement ou... Je vais commencer. Je te laisse démarrer. Non, mais je vais bien commencer. Ah, tu te mets au siège pilote. Ok. On va faire une petite prise en main d'abord. Vas-y, assis-toi. Alors, bon ben ça c'est la on-off. Vas-y, mets les gaz. Voilà. Voilà, à ta droite, tu as la poignée d'accélération. D'accord, ok. J'avance. Il est attaché là, le bateau. Essayer de mettre un petit coup en avant, doucement. Ouais, parce que je t'enlève pas la frein à main en voiture, c'est pareil. Donc là, on va partir tout droit. Ok. Et là, il y a ça là. Je te l'allume. Ça, c'est pour faire gauche-droite parce que tu vas voir quand le bateau il va pas vite, tu as beau tourner le volant, ça. Il n'y a pas de frein? Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. On peut freiner ou... D'accord. Allez, vas-y, marche avant. Eh, pas de... Ouais, doucement. Tout le monde est là. Doucement. Bon, vous direz pas que ça avance pas l'électrique. Hein. Non, mais il a mis les gaz là. Il a mis les gaz. Putain, il y a... Alors là, il n'y a pas des ceintures au cas où quand même? Là, en fait, on a droit à max 5 là dans le tour. Donc on y va tranquillou. Tu vois, en bas à droite. Et là, vise entre les deux bouées là. Ça, c'est le chenal pour sortir. Entre le vert et le rouge. D'accord. Ok. Et là, t'es bien, ça y est. Je suis pas serein. Ah, ça va. C'est vrai que j'ai fait un petit démarrage un peu sportif. Allez, vas-y, après, tu peux mettre plein gaz après. Regarde, t'as un bateau sur la droite, Basta. Arrête. Ah, si. si. Putain, j'ai peur. Tu avises à gauche. Voilà. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ça va? Je t'allais dire, Yana, tu leur as fait faire des concours de pénalité et tout. Là, tu m'emmènes faire un petit tour de bateau quand même. T'as tes préférences en fait. Ah, dis pas ça.
Bon, les autres, ils jugeront que par eux-mêmes. Écoute, c'est agréable, hein. Je ne cache pas que j'étais pas très serein. Bon, on est bien, hein. C'est pas mal, hein, c'est quand même sympa le truc, pas de bruit, tu peux te parler. Fais-moi un petit demi-tour, là, Basta, qu'on rigole un peu. Et ralenti pour faire un demi-tour. Ah, oh putain. Et voilà, là tu vois. Alors en fait, tu vois, quand. Voilà. Faut qu'il ait toujours un peu de vitesse, mais pas trop. Voilà, là tu vas viser le port après, pour pas qu'on soit trempé. Là, Mathieu, on n'ira pas au-delà, tu vois les bouées là, les petites bouées jaunes là. Ouais. Voilà, faut pas dépasser cette bouée jaune parce qu'après il n'y a plus trop de fond. D'accord. Voilà. Je tourne à droite là. Tiens, vas-y, vise le truc noir et jaune là. La bouée cardinale. La bouée cardinale. Oh là là, on a affaire des professionnels. Il me reste, j'ai des petits Il y restes a des encore. gros restes là. J'ai des petits restes. Ça, c'est les restes du permis. Du code, c'est ça. Elle ressemblait à quoi la bouée cardinale de Brive? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas là. Sur le lac, il n'y avait rien du tout. Et voilà, ça y est, le vent, ça devait se calmer à 18h. Là, c'est le meilleur moment là en fait. T'as remarqué quand même, il y a deux skippers, ils arrosent tout le monde et il y en a un, franchement, c'est le top. Hein. Ah, mais toi, t'as pas de vent. Chacun ses excuses. Moi j'étais dans le timing le plus difficile, je pense. Toi, vu que tu as le permis lac, on a attendu que ce soit calme pour que tu... Putain, il y a la navette, on est mort. Ou Basta. Tiens, arrête-toi là, laisse-la passer. Hop là. Oh putain, oh putain. Là, t'as mis la marche arrière. Ah ouais, là, c'est... T'as mis les... marche arrière aussi. Bah ouais. Là, je vise... Ouais, entre le rouge et le vert là. Hop, là, c'est bon là. Hop, il va nous tromper. Là, je vois rien du tout. Là, c'est rouge, passe à droite là. Un peu à droite. Et voilà. Magnifique. Très très bien. Tiens, vas-y, va tout droit dans le port, ralentis là si tu peux. Vas-y, essaie de tourner vers la droite là. Ah, super. Encore. Relâche l'accélérateur. Et là, mets un petit coup d'arrière, doucement de l'arrière. C'est beau ce que tu me fais, Basta. C'est beau, mais là, faut se rapproche-toi. Hop. Oh. Faut que tu fasses plus doux. Basta. Ouais. Ouais, mais c'est... Comme je vois rien en fait. Lève-toi. Bah tiens, regarde, mets-toi debout. T'étais vraiment, je te jure, t'étais à 20 cm de taper là. Bon, je vais te laisser faire. C'est pas mal. Oh, les créneaux, recalés. Esteban, merci. J'espère que tu as passé un beau moment. J'espère que ma conduite t'a régalé. Mais écoute, merci à toi, mon poulet. Franchement, c'était top. Belle surprise. Merci à toi aussi. Franchement, on a passé un bon moment. Ta conduite, je sais pas, franchement, pas parfaite. Niveau créneau, c'est pas parfait. C'est la première fois. Mais voilà, tu as peut-être découvert une passion et franchement, c'était pas mal. Ouais, bon après, c'est pas mal. Ta qualité première. Ma qualité première, mais ouais, j'ai bien aimé, c'était calme, c'était paisible. Et voilà, la saison 1 est terminée. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. On se retrouve pour une deuxième saison très bientôt. Bye.